Dans ce 4e épisode, on va à la fois mieux connaître le grand-père d'Émile Ouellette-Côté, Laurent, et la grand-mère de Maxime Brousseau, Pauline. À travers les témoignages de leurs petits-fils, on va s'attarder à leur personnalité, leurs valeurs et aux circonstances qui les ont amenés à choisir l'aide médicale à mourir. En parallèle, François Blouin, travailleur social, nous aide à inscrire ces deux histoires dans un portrait plus large. Ces témoignages nous font toutefois bien comprendre que chaque expérience est unique, puisqu'elle reflète vraiment la personne qui la vit. Des histoires personnelles qui sont en fait universelles. Moi, au départ, je me disais moi-même, moi, c'est sûr je vais avoir l'aide médicale à mourir. Puis, avec l'expérience, au fil des années, je le sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'à la fin de ta vie, la balance décisionnelle va pencher de ce côté-là. C'est vraiment variable, puis j'ai vu vraiment les deux extrêmes, puis c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Une balance décisionnelle, on va dire que, par exemple, le poids de la souffrance psychologique ou physique, comme une roche qui va être là, qui va peser d'un certain côté. Mais qu'est-ce qui va être le poids de l'autre côté, rendu à la fin de ta vie? C'est très variable. Il y a des gens qui, juste par la présence d'un petit enfant ou par différentes choses, ça va balancer plus. C'est pas l'importance est différente. Toutes les aides médicales à mourir, ce que j'ai été présent, ont toutes été différentes. Ça va aller, je te dirais, du spectre, là, mettons, un peu à l'extrême de, je pense à un monsieur qui était un monsieur très manuel, qui vivait simplement. Puis un monsieur qui n'écoute pas la télévision, qui lit pas. Puis lui, son plaisir, son occupation de sa vie, c'était de prendre son 4 roues, puis d'aller dans la terre en arrière de chez eux. Puis c'était ça sa vie, puis c'est ça qu'il s'actualisait là-dedans. Puis il avait dit, moi, quand je ne serai plus capable d'embarquer sur mon 4 roues, c'est là que je vais demander l'aide médicale à mourir. Quand il n'a pas été capable d'embarquer sur son 4 roues pendant 3, 4, 5 jours, il a dit, c'est beau, c'est le temps. Une semaine plus tard, il y avait l'aide médicale à mourir. Puis ça s'est passé tout à fait bien avec sa famille, tout ça. C'était le bon choix pour lui, alors que, concrètement, il aurait pu avoir d'autres types de soins pendant plus longtemps, mais pour lui, ça créait une souffrance intolérable à ses yeux et il a fait ce processus-là. À l'autre extrême, on va avoir des gens qui vont me dire, je pense par exemple à un couple qui sont très fusionnels, puis le monsieur va me dire, moi je veux l'aide médicale à mourir. C'est un couple qui n'a pas beaucoup de réseau, toutes leurs choses, ils font ensemble, tout ça. Puis au fil des semaines, des mois, ben à chaque jour, tu vois cette personne-là, puis tu te dis, il voulait pas être un fardeau, il voulait pas être dépendant des autres, mais le poids de la qualité de sa relation avec sa conjointe au quotidien a fait qu'il est décédé en sédation palliative. Finalement, il n'a pas demandé l'aide médicale à mourir parce que le bonheur de voir sa conjointe à tous les jours était important. Entre ces deux opposés-là, toute la gamme est possible. Pour commencer, retraçons le fil des événements qui mènent Laurent à faire le choix de l'aide médicale à mourir. Il va attraper le COVID finalement. Il va avoir une éclosion dans l'estacade, il va avoir le COVID, et sa blonde aussi qui a le COVID en même temps. Les deux vont l'avoir, dans le fond. Ils vont l'avoir. Et là, malheureusement, sa blonde est décédée. Bien, sa copine, justement, qui était, je dis sa blonde, là, mais c'était quelqu'un, un partenaire de vie, de fin de vie, bien, qui n'était pas ma grand-mère, mais ils ont été ensemble presque quasiment 10 ans. On l'a vu avec ensemble. Elle est décédée. Donc là, il s'est ramassé toute seule. Il avait déjà perdu sa femme avant, ma grand-mère. Là, il vient de perdre une autre personne. Et là, ils vont faire une opération, c'est-à-dire qu'ils vont lui proposer une opération dans le cou. Je me souviens plus exactement de l'opération. Il y avait des bons risques qu'il y ait des complications. Il n'y a pas eu de complications, sauf qu'il y a eu extrêmement mal. Il y a eu très, très mal, lui, durant l'opération. Puis après, tout ce qu'il avait à faire, rentrer... Bon, bref, je ne rentrerai pas les détails, là, mais il n'a pas aimé ça. Puis là, il est rendu à un stade qu'il a eu trop souffert, puis il était tout seul un peu. Il était à l'hôpital, on ne pouvait même pas aller le voir à cause des mesures sanitaires. Fait qu'il a dit « Hey, je veux recevoir l'aide médicale à mourir. » Vraiment, il l'a demandé, c'est venu de lui, de son propre chef, c'est pas venu de personne d'autre. Il dit « Comment on fait pour recevoir ça? » Une notion qui est importante pour moi, puis que je pense qu'il est important pour les autres à ce moment-là, c'est d'être vraiment sensible à ne pas influencer la personne avec tes croyances à toi. C'est vraiment son cheminement de vie à elle. Puis c'est particulier, il faut lui permettre qu'elle crée son propre cheminement. C'est pas à moi
Même si en dedans de moi, personnellement, je me dis, si j'étais là, je demanderais l'aide médicale à mourir. Cette personne-là, c'est sa vie à elle, c'est son cheminement à elle. Puis moi, mon travail, c'est de la soutenir puis de lui permettre de vivre à sa façon, sa fin de vie. Que ce soit par l'aide médicale à mourir ou d'une façon plus traditionnelle. Ça a pris tout le monde par surprise un peu, surtout que je parle de ses enfants proches, là. Moi, je suis le petit-enfant, donc pour moi, ça a été différent. Quand j'ai appris ça, j'ai fait, c'est sa vie, tu sais, quand on s'est appelé. Ça a pris vraiment, là, tout le monde était comme surpris, mais pour moi, je me disais crème, au contraire. Je pense que j'ai appelé mon grand-père, puis je dis c'est ta vie, tu t'en feras bien ce que tu veux. Si tu as envie de partir, tu pars. Ça t'appartient, ça appartient à personne d'autre. Il n'y a personne qui peut te dire ce que tu en fais. Pour Pauline, sa forte personnalité de femme décidée qui a fait son chemin sans compromis tout au long de sa vie est partie prenante de son choix. Elle semble même y avoir réfléchi à l'avance et était donc prête à tout mettre en marche quand est venu le temps. Il y a des critères assez stricts pour obtenir l'aide médicale à mourir auxquels le patient doit répondre puis avoir toute sa tête donc, pour pouvoir obtenir ce service-là, si on peut dire. Bien, dans son cas, à elle, elle avait également, en fait, avant même d'apprendre les critères de l'aide médicale à mourir, elle avait elle-même ses propres critères, si je peux dire. Puis, donc, c'était de rester chez elle. Donc, elle voulait être capable de rester chez elle, même si ça nécessitait un petit peu d'aide, là, mais être, je dirais, pratiquement autonome. Là, mais je dirais le point peut-être le plus important que je me souvienne dans sa liste, c'était au niveau de sa toilette. Donc, d'être capable elle-même de pouvoir se laver, de pouvoir se coiffer le matin, de se mettre belle. C'était comme son critère. Si elle était plus capable de faire ça, de prendre soin d'elle, il n'y a personne d'autre qui allait pouvoir prendre soin d'elle. Quand mon grand-père a fait sa demande pour recevoir l'aide médicale à mourir, ce qui était le plus surprenant, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est passé. C'est-à-dire que, bon, oui, il fait la demande, puis dans notre tête, on se dit, ah, ça va être long. Moi, j'étais convaincu que ça allait être long. On s'était fait dire avant dans les médias, on entendait souvent que ça allait prendre parfois 2 à 3 mois, ou bien même plus que ça pour être capable de l'avoir. Puis, c'est qu'on réalisait pas qu'on avait juste les causes que ça passait pas ou que c'était plus compliqué. Mais c'était extrêmement rapide. Puis, rapidement, on a eu une date. Ça a été fixé. On a une date. En fait, non, pas tout à fait, parce que il veut demander l'aide médicale à mourir. Après ça, tu as comme promis ça, c'est la première fois, tu as comme des affaires à remplir. Je pense qu'après ça, tu as un autre rendez-vous après qui va arriver. Puis entre ces 2 rendez-vous-là, bien là, il était à l'hôpital, il était tout seul. Là, mon père, il dit, hey, lui voulait rester quasiment aux soins palliatifs s'il fallait. Puis mon père, il a dit, hey, non, hey, grand-père, t'aimerais-tu ça venir chez nous? C'était un peu une tentative pour essayer de faire venir prendre le goût à la vie. Mon père, je pense que c'est un peu ça comme ça qu'il le voyait en se disant, Crime, viens dans le bois, retourne ici, tu vas voir que tu as eu une mauvaise expérience avec l'opération, mais là, elle est faite, là. Puis t'as pas mal. Il y a eu mal, mais là, il y avait plus mal, et c'est vrai. Puis là, il l'amène à la maison. Ça veut dire que mes parents ont fait quand même quelque chose d'assez important là, pour lui. C'est de l'amener, puis après ça, là, ils se sont dit, bon, peut-être bien que dans ses affaires, revenir chez mes parents, pour lui, c'est une place qui est très importante. Peut-être que ça va l'aider à peut-être bien refaire son idée, puis reprendre, voir son monde, puis de sortir de l'hôpital. Puis au final, ben non. Quand ils ont fait le deuxième rendez-vous, ça a été assez rapidement, même que mon grand-père va dire sa phrase, tout ce qui traîne se salit, parce qu'il a trop vu justement des gens qui parfois, ben, ont resté là à leur fin de vie, ben, ils étaient plus l'ombre d'eux-mêmes. Puis à lui, c'était sa crainte à mon grand-père, de ne plus être capable de faire ce qu'il était capable de faire, de ne plus être capable d'aller bûcher. Puis là, il sentait qu'avec l'opération qu'il avait eue, il commençait à faiblir. Puis il se disait, Crime, je serais plus capable de faire ce que je faisais avant, je serais plus capable de conduire mon véhicule. Il avait encore son permis de conduire, il était autonome encore. Puis là, il voyait que, bon, peut-être qu'il allait perdre tout ça. Puis il s'est dit, si je perds ça, je perds tout ce que je suis finalement. Tu sais. La perte de rôle sociaux auprès des autres, la perte d'autonomie, on peut rester digne quand même là-dedans. Puis la dignité, c'est pas quelque chose qui se mérite ou tout ça. La dignité, c'est nous qui la donnons à la personne. Puis une personne, peu importe sa condition, pour moi, elle est digne d'être un être humain qui mérite d'être aidé, qui mérite d'être accompagné. C'est pas qu'elle soit capable de faire telle chose ou pas capable. Chaque personne, peu importe son cheminement, c'est les autres qui apportent la dignité à la personne. Elle a demandé à ce que je l'accompagne durant tout le processus.
Puis, en fait, le contexte à ça, c'est que je suis son seul... Elle a perdu son fils. Donc, moi, je suis son seul petit-fils. Et j'étais, disons, un peu le centre de sa vie. Donc, elle a toujours voulu que je fasse partie un peu de ça jusqu'à la fin. En même temps qu'elle souhaite que Maxime l'accompagne, Pauline tente de le préserver un peu de tout ça, mais comme pour bien d'autres personnes qui ont suivi cette même voie, il n'est pas facile d'épargner ses proches tout en leur demandant de contribuer étroitement à son choix de fin de vie. Quand je parlais tantôt d'informer, éduquer une personne, on rend notre aide disponible puis notre soutien à des proches. Puis parfois, la personne va être plus ou moins encline à ce qu'on implique les proches dans son processus de fin de vie. Parfois, les gens veulent épargner leurs proches de ce qu'elles vivent, puis ils vont nous dire non, 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 attends François, attends, je veux pas qu'on appelle mon fils, mon neveu tout de suite, on attend un petit peu, puis je rends l'offre disponible, tout ça. Mais parfois, les gens vont accepter que j'intervienne auprès de leurs proches un peu plus proche de la fin du processus de vie. Donc, du moment qu'elle a pris sa décision de recevoir l'aide médicale à mourir, c'est un compte à rebours qui se déclenche. Puis, dans son cas, ben, c'était une femme justement qui était qui planifiait sa vie vraiment de manière très ordonnée. Puis, elle avait toutes les choses qu'elle voulait dire, les personnes qu'elle voulait rencontrer, ce qu'elle voulait dire à certaines personnes. Donc, elle a pu elle-même contacter les personnes, leur passer les messages qu'elle voulait leur passer. C'est elle qui a organisé toutes les choses avec le service funéraire. Donc, c'est vraiment tout comme elle voulait que ce soit. Donc là, la date va être fixée. Là, on a une date, puis c'est assez étrange, c'est assez rapide. Je pense qu'on avait une semaine, peut-être 2 semaines. C'était comme vendredi à 2h30, tu sais, bang. Puis là, c'est comme, OK, là, c'est rendez-vous. C'est assez étrange parce qu'à ce moment-là, c'est là que ton deuil commence pour moi. Ça a été là où mon deuil a commencé. Parce que là, tu fais, OK, mes derniers moments, les dernières conversations que je vais avoir avec lui, c'est là. Puis ça a été différent de mes autres grands-parents qui sont décédés justement naturellement pour la plupart. Le fait qu'elle me demande de l'accompagner, c'est à la fois une belle preuve d'amour, de confiance, mais également c'est une certaine charge, une pression un peu qui est en lien aussi avec ça, de voir... Mais c'est très beau de l'accompagner dans tout ça. Mais puisque ma mère était là, moi, ma conjointe, mais disons qu'on n'avait pas une grosse équipe pour mener ça jusqu'à bon port, ce processus-là. Dans le prochain épisode, on va poursuivre ces 2 histoires. Émile et Maxime vont témoigner des moments intenses qu'ils ont vécus auprès de cet être cher qui vit ses derniers jours et qui a même choisi la date de son départ.